Franchement, j'ai adoré cette émission. L'échange entre Julien Cassard et Thomas N'Gijol m'a fait un bien fou. Pas seulement parce que c'était drôle, pas seulement parce que c'était sincère, mais parce que ça parlait de quelque chose que j'adore dans le foot et qu'on oublie parfois. Aujourd'hui, c'est la vie intérieure du supporter. Alors, pas le supporter caricatural, pas le mec qui s'énerve juste sur les réseaux, pas le consommateur de foot moderne qui passe d'un match à l'autre, non. Le supporter qui porte des images en lui, le supporter qui a des souvenirs presque sacrés, le supporter qui repense à un but, à un match, à une défaite, à un joueur, et qui peut encore ressentir quelque chose 20 ans ou 30 ans après. Et moi, il faut le dire, je suis un immense nostalgique. Vraiment, le foot chez moi, et comme chez beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est pas la passion du présent seulement, c'est un musée émotionnel. Et j'ai des images qui restent, des matchs qui restent, des joueurs qui restent, des blessures sportives qui restent, des émotions que je n'ai jamais vraiment quittées. Et cette émission m'a rappelé vraiment un truc simple mais magnifique. C'est que chaque supporter a sa propre mythologie. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de foot, bien sûr, mais pas seulement de l'actu brute, mais on parle aussi de mémoire, de psychologie, de médias, de ce que le foot nous laisse à l'intérieur. Donc, si vous aimez le foot vécu, le foot ressenti, vous êtes au bon endroit. Chacun a son point de départ, chacun a son premier choc, chacun a son premier immense souvenir, sa déception terrible, la première déception en foot. Oh, c'est magnifique. Le joueur qui l'a fait rêver avant même qu'il comprenne totalement pourquoi. Le match qui l'a fait entrer dans autre chose que le simple divertissement. Et moi, mon histoire avec le foot, elle est particulière et je voulais la partager avec vous. Parce que je viens pas nécessairement d'une famille de football où c'était naturellement là. J'ai grandi dans un foyer où ça parlait pas tout le temps de foot. J'ai grandi avec ma mère et ma mère était pas spécialement dans le foot. Donc, au fond, mon amour du foot, j'ai dû aller chercher moi-même et avec mes potes. Donc, j'ai dû tâtonner, j'ai dû construire tout seul cette passion-là en termes de fibre de supporter. Donc, au départ, j'étais pas nécessairement attaché à un club en particulier. Je n'étais pas encore dans ce lien presque identitaire qu'on peut avoir avec un maillot ou un blason. Au début, j'étais fasciné par des joueurs, par des équipes, peut-être par des épopées, par des sensations. Après, je pouvais tomber amoureux d'un style avant d'être tombé amoureux d'une institution. Et puis voilà. Et puis parmi tous mes grands souvenirs, il y avait évidemment la Coupe du Monde 90 du Cameroun. Là, c'est impossible à oublier. Cette aventure-là, pour beaucoup, c'était du football, mais pour nous, descendants africains, c'était plus que ça. C'était une secousse, c'était une fierté, c'était une équipe africaine qui venait bousculer l'ordre établi. Quand le Cameroun bat l'Argentine d'entrée, puis après pousse l'Angleterre dans ses retranchements en quart, tu sens qu'il se passe quelque chose plus grand qu'un simple match. Là, tu te sens représenté, tu te sens transporté, tu te sens grandi. Et quand tu es jeune, ce genre d'émotion te marque pour toujours. Après, il y a les JO de 96 avec le Nigeria, Nwankwo Kanu. Et cette équipe-là, c'était magnifique. C'était magnifique. Encore une fois, il n'y avait pas que le football, c'était un imaginaire, c'était une force. Il y avait des sensations que des équipes qu'on ne regardait pas toujours comme des puissances naturelles pouvaient encore produire des exploits avec du panache, avec de la grâce, avec une génération talentueuse. Et ça nourrit un adolescent. Ça donne des images de puissance, de fierté, d'émancipation. Et le football, quand il te touche à cet âge-là, il te façonne beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Parce qu'à l'adolescence, c'est là où tu te construis, à tous les niveaux. C'est une phase identitaire. Ce que tu aimes à ce moment-là ne t'accompagne pas comme le reste. Ça s'imprime plus fort, ça descend plus loin. Et au milieu de tout ça, voilà, il y a un joueur. Voilà mon parcours, il y a un joueur. Le premier vrai joueur qui m'a rendu fou, c'est Georges Weah. Vous le voyez dans mon décor. Je pense qu'il est là. Voilà, c'est lui, c'est fondamental. C'est lui qui m'a vraiment saisi. C'est lui qui m'a rendu dingue. C'est le premier joueur à m'avoir vraiment rendu dingue. À ce moment-là, j'étais plus supporter de Georges Weah qu'autre chose. Donc je l'ai vu à Monaco. Ça y est, il m'a happé. Et après, j'ai vu que avec ce joueur-là, c'était quelque chose de différent. Il y avait la puissance. Mais pas seulement la puissance, il y avait les crochets, il y avait la vitesse, il y avait la technique, il y avait la présence, il y avait le jeu de tête. Il y avait une alliance qui me fascinait. Il pouvait être brutal et élégant dans la même action.
Il pouvait te faire sentir la force et la fluidité en même temps. Je voulais être numéro 9. J'étais numéro 9. Dans ma tête, j'étais lui. Le maillot, c'est Wea. Le premier maillot que j'ai acheté, c'est le maillot de Wea. Bon, c'était un faux maillot Wea, mais voilà, quand même. C'était mon premier maillot. Les discussions avec les potes, c'était Wea. Tout le monde savait que moi, je parlais Wea, 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 tout le temps. Il avait pris toute la place. Et quand il est parti au PSG, quelque part, ben, j'ai suivi ce mouvement. Et l'amour de Paris est resté. C'est comme ça que l'amour de Paris est né chez moi. Pas de manière abstraite, pas de manière froide, ou pas une question intellectuelle, ou c'est pas parce que bah, je suis né à Paris, donc ben, voilà, je suis parisien. Non, non, c'est par la fascination, par un joueur, par une émotion, par un attachement qui petit à petit s'est transformé en histoire du club. Quand je pense à Wea, évidemment, je pense au but contre le Bayern, entre autres. Après, il y avait les matchs contre Barcelone aussi, le Real. Enfin bref, mais au fond, c'est pas seulement les buts, c'est une sensation globale. C'était la belle époque où on perdait 2-0 à l'aller, il fallait faire des matchs retour. Et ça vibrait, nos cœurs battaient de dingue. Paris, c'était les grandes soirées européennes, les épopées, la dramaturgie, les retours, les matchs où il fallait renverser des montagnes, les soirs où tu te disais on a perdu à l'aller, donc il fallait faire un exploit au retour. C'était la grande époque des clubs français aussi à l'époque. Et ce football-là, honnêtement, il était magnifique. Il y avait une tension incroyable. C'était pas encore le foot moderne. Alors attention, j'aime toujours le foot et il y a toujours des sensations qui sont fortes aujourd'hui, mais c'est pas pareil. Tu vois. C'était un foot où l'émotion était plus forte. Tu vois, avec Paris, voilà, les matchs contre la Juventus, par exemple, avec Roberto Baggio, ces affiches-là, ça fait mal, mais ça te marquait. Ça t'écrasait parfois émotionnellement. Et puis voilà, il y a tous ces souvenirs qui ne sont pas forcément liés aussi uniquement au PSG, mais qui nourrissent ton éducation sentimentale du foot. Moi, il y a des matchs qui m'ont bouleversé en tant que supporter, qui m'ont mis des gifles. Barcelone-Manchester United, de l'équipe de Dwight York, de Andy Cole avec Rivaldo. Non, ce match-là, c'était absolument exceptionnel. C'était dingue. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, mais ce match, c'est absolument fou. Le 1-2 York Cole. Non, mais ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça que moi que j'aime dans le foot. C'était magnifique. Ce duo ce duo qui est parti défier l'Europe. Non, non, c'était absolument magnifique. Rivaldo exceptionnel. Tu regardais ça et tu te disais, mais voilà pourquoi ce sport est unique. Du rythme, de la personnalité, des joueurs avec une aura. Pour le coup, aujourd'hui, aura, bon, l'expression est un peu vulgarisée, mais le vrai aura, c'était cette époque, c'était dans les années 90. Le vrai aura. Bon, non, j'exagère un peu, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ont un aura de dingue. Mais c'est pour dire, quoi. Donc voilà, donc c'est pour un jeune adolescent ou un jeune adulte, c'est fondateur. Alors après, bien sûr, tu vois d'autres grands matchs dans ta vie, tu vois d'autres grands joueurs, mais ça te frappe pas pareil que comme ces années-là. Donc voilà, par exemple, un autre truc, pardon, je suis un peu décousu là, parce que ça a la passion qui parle. Mais la première fois que j'ai vu R9, la première fois que j'ai vu R9. Non, les gens qui ont vu ça à cette époque, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Parce que on en a vu des grands joueurs. Il y avait Wea, comme j'ai dit, il y en avait d'autres et tout. Baggio, Batistuta, il y en avait d'autres. D'un seul coup, là, j'ai un trou, parce qu'il faut parler en direct, mais là, tu sentais le talent, le joueur d'exception. Tu sentais qu'il y avait un avant et un après. Tu sentais que c'était autre chose. C'était un tsunami. Tu sentais que ce type pouvait changer la température d'un stade, d'un match et d'une époque. Enfin, dingue. Je préfère même juste une vidéo juste sur R9. Quand il est arrivé son année à Barcelone. Une dinguerie. Et plus tard, il y avait les sensations avec Thierry Henry et Arsenal aussi. C'est fort. Bien sûr, la première Coupe du Monde de l'équipe de France. J'avais 17-18 ans. L'Euro 2000. Non. Je vais me canaliser. Parce que sinon, on part trop loin.
Cette vidéo, déjà, je sens qu'elle elle est moins structurée que les autres, mais c'est le cœur qui parle. Et puis en plus, même les souvenirs, c'est pas seulement les beaux souvenirs. Comme je l'ai dit auparavant, tu sais, il y avait la douleur aussi. Parce qu'être supporter, c'est pas seulement apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à souffrir. France-Bulgarie, je crois que c'est la première fois qu'un match de foot m'a laissé une sorte de forme de dépression sportive. Tu te lèves, t'es pas bien, t'as plus d'appétit, t'as plus le. Je me souviens, non, France-Bulgarie, non, le scénario de dingue, tu dors mal, tu te repasses l'action encore et encore et encore, tu repenses au scénario, voilà, t'arrives pas à sortir le truc mentalement et à l'âge où ça t'arrive, c'est un truc de dingue. Donc voilà, pour ceux qui vivent pas le foot, ça peut être un peu excessif, mais justement ça, c'est ça qui est beau. Parce qu'un vrai supporter, il regarde pas seulement un match, il s'engage. Donc quand ton équipe perd, t'es touché, quand tes potes te chambrent, ça te pique encore plus. Tu portes la défaite avec plein de jours. Enfin bref, c'est irrationnel. Mais bon, par définition, un supporter est irrationnel. Donc voilà. Et voilà, et malgré tout ça, ben, tu reviens. Tout ça pourquoi? Ben, parce que après les défaites, c'est justement ça qui rend les victoires encore plus belles. Et d'ailleurs, N'Gijol, il le dit ça. Il dit: «Tu peux pas savourer si t'as pas souffert». Ça, c'est la phrase clé. Tu ne peux pas savourer si t'as pas souffert. C'est exactement ça. C'est comme une pizza. Si tu manges des pizzas tous les jours, tu vas au bout d'un moment, ouais, c'est bon. Mais si tu manges des légumes, des légumes pendant une semaine, 2 semaines, et après tu as une pizza, mais ce goût de la pizza, pourtant c'est la même pizza, mais il a pas c'est pas la même saveur. Ça devient exceptionnel. Ben, le football, c'est pareil. Une grande victoire n'a pas la même valeur que quelqu'un qui a traversé les désillusions, les nuits ratées, les chambrages, les faux espoirs, les douleurs sportives. Et Dieu sait qu'on en a vécu avec le PSG. Mais quand on a gagné, dinguerie, dinguerie. Ça récompense une fidélité émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai tant aimé cette interview, parce qu'elle rappelait quelque chose de fondamental. On ne supporte pas seulement un club, on transporte avec lui une partie de notre histoire. Quand je parle de Georges Weah, je ne parle pas simplement d'un attaquant immense. Je parle du moment où le foot m'a attrapé. Quand je parle du Cameroun 90 ou du Nigeria 96, je ne parle pas simplement du résultat. Je parle de la fierté, de l'imaginaire, de l'émotion que ces équipes ont déposé en moi. Quand je parle du PSG, des soirées européennes, de la Juventus, de la tension, des matchs contre le Milan AC ou les victoires contre le Real de Madrid. Je parle de mon adolescence, mon cœur qui bat, ma mémoire, les cris dans la maison. Et au fond de moi, c'est ça la plus belle définition d'un supporter. Être supporter, c'est pas seulement aimer une équipe, c'est construire une partie de sa vie avec elle. Ses joies, ses douleurs, ses joueurs, ses totems, ses gifles, ses miracles, et puis aussi ses fantômes. Et si c'est si beau, c'est parce que, au fond, le football ne donne pas seulement des résultats, il nous donne des souvenirs qui deviennent une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est magnifique.